Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous allons donc parler aujourd'hui dans nos défis et controverses du handicap au travail avec plusieurs personnalités avec nous. Nous sommes ravis d'accueillir Bernard Moncoussi. Vous êtes conseiller auprès de la ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Vous êtes conseiller emploi, formation et culture. Nous avons avec nous Sophie Gallou, directrice de la restauration des Genêts d'Or, et vous êtes aussi référente médico-sociale et administratrice au sein de l'association Agores. Nous avons aussi avec nous Jean-François Dufresne, président de l'association Vivre et Travailler Autrement, et Alain Masson, responsable RSE de chez Sodexo. Nous attendons dans quelques minutes Olivier Tran, président de l'association Affûté et Biscornu. Avec nous aussi le président de l'association François Mauvais, président de l'association Cantine Responsable. Et donc, nous allons commencer. En fait, ce sujet du handicap au travail nous a été susurré, on va dire, à l'oreille parce que, comme vous le savez, il y a des problèmes de recrutement en restauration collective et la situation est un peu compliquée au niveau des ressources humaines. Et vous allez voir que cet aspect du recrutement de personnes en difficulté, en handicap, est une question complexe, mais finalement qui apporte pas mal de solutions à la restauration collective. Mais le constat du défenseur des droits est sans appel. Le critère du handicap est depuis plusieurs années le premier motif de saisine en matière de discrimination. Celle-ci se manifestant en particulier dans l'emploi. Si des avancées sont à signaler, le recrutement des personnes en situation de handicap reste globalement problématique, tout comme le maintien dans l'emploi et la garantie d'une carrière. Mais soyons précis. La notion de handicap est à différencier de la notion de handicap au travail. L'article du Code du travail L 5213-1 précise que est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Le handicap recouvre une multiplicité de situations, handicap visible, mais aussi invisible, des handicaps physiques, mentaux, psychiques, comme le rappelle ce petit article du Code du travail. Donc, pour en parler, nous avons, je pense, le spécialiste, et je le mets en capital, Bernard Moncoussi. J'aimerais que vous nous précisiez dans un premier temps la situation en chiffres, les données de ce que représente la population en situation de handicap en France. Merci, Monsieur Thorason. Alors, le spécialiste, vous êtes gentil, mais pas tout à fait. D'ailleurs, paradoxalement, je ne suis pas du tout un spécialiste du handicap et j'ai été nommé par Madame Darrieussecq précisément parce que je pouvais l'aider à apporter à ma petite mesure un regard neuf et peut-être un peu plus pragmatique, en tout cas sans a priori. Par contre, ça fait effectivement quelques mois maintenant, un an que je suis à fond là-dedans, sur l'emploi des personnes handicapées. Quelques chiffres. Ils sont positifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, le taux d'emploi des personnes handicapées est de 12%. Donc, par rapport aux autres publics, qui est de 7,4, on est évidemment au-dessus. Mais enfin, il faut savoir qu'en 2018, on était à 18%. Concrètement, sur des unités, non pas sur les pourcentages, j'ai pris les derniers chiffres à notre disposition par Pôle emploi. On avait 456 000 demandeurs d'emploi répondant à l'obligation d'emploi, c'est-à-dire handicapés, enfin RQTH ou incapacité ou invalidité, 456 000 en avril 2023. En avril 2018,
On avait 515 000. Ça fait moins de 12% aussi sur 6 exercices. Et ce, sans discontinuer. Une baisse sans discontinuer, même pendant la période Covid. Donc, des chiffres en apparence très positifs, une tendance à la baisse, comme d'ailleurs dans les autres catégories des demandeurs d'emploi. Voilà, une tendance à la baisse très prononcée. Pour autant, il y a des spécificités sur le chômage des personnes handicapées, des spécificités qui perdurent, c'est-à-dire une prédominance des cinquantenaires, c'est-à-dire des taux de demandeurs d'emploi qui ont plus de 50 ans, qui est plus important que la population classique, des niveaux de qualification qui diffèrent aussi, et puis des durées dans le chômage qui sont plus longues que pour tout le public. Comme exemple, 59% des demandeurs d'emploi handicapés qui le sont depuis au moins un an, contre 48 pour les autres publics. Voilà. Pour autant, cette tendance est clairement positive. Alors, pour donner un autre ordre d'idées, il y a aujourd'hui un peu plus d'1 million 100 000 de personnes qui ont une RQTH, une reconnaissance donc administrative du handicap, qui sont dans l'emploi. Et pour les entreprises, pour le privé, puisque là, il y a évidemment des gens qui sont dans le public aussi, c'est à peu près la moitié, c'est-à-dire qu'on a grosso modo 629 630 000 travailleurs handicapés qui sont dans l'emploi dans des entreprises, dans 108 000 entreprises, ce qui représente en termes de TP 422 000 personnes, 422 000 ETP, pardon. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Mais dans le cadre des entreprises que vous évoquez, est-ce que vous pourriez nous préciser s'il y a un cadre spécifique, un cadre juridique spécifique de l'emploi des personnes handicapées et nous expliquer aussi en fait cette compréhension du handicap, les obligations qu'ont les entreprises par rapport à ces personnes? Les obligations des entreprises, enfin des employeurs d'ailleurs, parce que ce sont les mêmes pour les employeurs publics. Grosso modo, vous les connaissez. Le cadre, c'est d'avoir 6% de son effectif qui est en situation de handicap pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il y a une petite obligation supplémentaire qui concerne là toutes les entreprises, même celles de moins de 20, c'est celle de déclarer les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas une obligation d'emploi, mais il y a une obligation de déclarer. Mais bon, après, il y a d'autres spécificités, mais moi, ce sur quoi je voudrais appuyer, c'est plus sur les usages. Bon, ces 6%, aujourd'hui, on ne les atteint pas. Enfin, en tout cas, beaucoup ne les atteignent pas. Dans le privé, on est à 3,5%, mais en fait, ce 3,5% est très bigarré. Plus l'entreprise est petite, plus le taux est faible, en fait. Les grands groupes, et notamment les plus de 2500 salariés, ils ont dépassé les 2500. Hein, et puis ils continuent d'ailleurs, au-delà des 6%, ils continuent à embaucher les personnes en situation de handicap, quand bien même ils n'ont plus à payer les contributions à GFIP, comme on dit, puisqu'ils ont dépassé les 6%. Et c'est là que c'est intéressant de savoir, au-delà de l'obligation, quels sont les mécanismes qui construisent l'envie d'embaucher les personnes en situation de handicap plus que l'obligation. Et là, force est de constater que le regard change. Tous les regards changent ces dernières années. Il y a plein de raisons à ça, et si vous permettez, je vais en dire deux mots. D'abord, il change, juste un mot, j'en profite, parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui viennent dans le champ du handicap. Tout à l'heure,
M. Dufresne ou M. Tran enfin, les autres intervenants vont prouver par l'exemple ça. Il y a des gens qui ont une expérience, une vie professionnelle particulière et qui, pour X ou Y raison, viennent dans le champ du handicap un jour et apportent leur façon de voir non spécialiste, mais très pragmatique et très marquée d'envie. Quels sont pourquoi les regards changent? D'abord, il y a les regards des employeurs qui changent. Euh, Certes, il y a l'obligation l'obligation légale des 6% que je viens d'évoquer. Certes, de plus en plus, il y a la conviction qu'il y a des talents dans ces publics. Mais il y a aussi des choses qui commencent à être objectivées et qui permettent de mettre à mal tous les biais qui peuvent freiner l'emploi du handicap. Et ça, c'est objectivé. Il y a des études là-dessus qui commencent à être solides. Par exemple, le fait qu'employer des personnes handicapées, ça coûte cher. Ben non, ça ne coûte pas si cher, en fait. Et puis, ça peut même rapporter. On dit employer des personnes en situation de handicap, c'est compliqué. Ça peut l'être, effectivement, mais ça n'est pas tant que ça. Et puis, plus on en embauche, plus c'est simple. Et d'ailleurs, les grands groupes l'ont bien compris, puisqu'ils se sont équipés et aujourd'hui, ils font ça comme tout autre recrutement. Non, la démarche d'employer personnes handicap ne va pas désorganiser l'entreprise. Au contraire, tout à l'heure, avant la prise d'antenne, Mme Gabou disait quelque chose en ce sens. Au contraire, embaucher les personnes en situation de handicap a une influence très positive sur l'activité de l'entreprise, sur le climat social, sur l'organisation de l'entreprise. Et puis, autre biais que les faits, les exemples et les études montrent au quotidien pour ceux qui sont engagés dans ces démarches, engager des travailleurs en situation de handicap, ça participe à la rentabilité et à la productivité, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, c'est objectivé, on le sait. On peut être productif, efficace, rentable aussi avec ce type de salarié. Il y a le regard qui change, il y a celui des clients aussi, la clientèle. Vous avez plus personne, enfin, il y a plein de démarches qui montrent, je pourrais montrer plein d'exemples de gens qui n'hésitent plus à mettre des salariés en situation de handicap en contact avec la clientèle. La clientèle est mûre. La clientèle accepte. Vous avez des grands groupes hôteliers comme Accor, par exemple, qui n'hésitent plus. Vous avez le succès des cafés joyeux. Vous avez dans d'autres secteurs, par exemple, je pense culturel. Vous avez le Festival d'Avignon qui s'est engagé il y a 3 ans, je crois, dans le recrutement de personnel d'accueil handicapés. Aujourd'hui, alors ils étaient un peu, ils ne savaient pas trop où ils allaient au départ. Aujourd'hui, c'est eux qui demandent chaque année parce que des personnels d'accueil en situation de handicap, ça contribue à calmer tout le monde, à donner le sourire à tout le monde, enfin voilà, il y a plein d'aspects positifs. Je vois que le temps passe, je ne vais pas rester plus longtemps. Et puis, il y a quand même un regard qui évolue et qui est sans doute encore aujourd'hui celui où il y a un peu plus de travail à faire, c'est souvent le regard des collègues, en fait. Là, il y a un travail en amont pour embaucher les personnes en situation de handicap. Ça se prépare au sein de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Mais déjà, donc, on voit bien que le regard change, mais même au niveau de services emploi en France, qui est en train d'évoluer, où il y a un rapprochement qui est en cours entre les services de Pôle emploi et de Cap emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce rapprochement? Bon, écoutez, le monde du handicap est très technique et assez bigarré et éclaté. Et puis pendant longtemps, il a fonctionné avec des dispositifs spécifiques à telle région, spécifiques à tel handicap, etc., etc. Bon, on a tous de gros efforts de simplification à faire. Alors c'est vrai que dans le champ de l'emploi, depuis 2 ans, on a fait se rapprocher les experts de Cap Emploi et les conseillers de Pôle emploi. C'est effectif depuis l'an dernier, ça marche bien. C'était des gens qui ne se connaissaient pas forcément, enfin qui ne travaillaient pas forcément ensemble, mais en tout cas qui n'avaient pas les mêmes process.
Et cette démarche qui fonctionne bien, à la fois dans la constitution d'équipes complémentaires, de process, de systèmes d'information communs aussi, cette démarche, elle a été un petit peu, elle nous a permis de tester ce qu'on veut mettre en place l'an prochain avec France Travail, qui sera la même démarche, alors, sur tous les publics, mais dans le champ du handicap, et qui vont faire travailler ensemble toutes les forces de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, mais également l'APEC, les missions locales, enfin bon, voilà. Et donc, bon, là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup on travaille là-dessus pour mettre davantage les spécialistes pardon, de l'emploi dans ce champ. Cette intégration. Ouais, et pour faire court, la loi plein emploi qui va passer là, dans quelques jours au Parlement, dans le champ du handicap, elle va notamment permettre de mettre l'orientation des personnes en situation de handicap sous l'égide de France Travail, enfin de Pôle emploi et de ses partenaires. Aujourd'hui, ça se passe sur dossier au niveau de la MDPH. Bon, voilà. Les personnes en situation de handicap, paradoxalement, c'est les seuls à ce jour qui n'ont pas accès aux spécialistes du Conseil de l'emploi que sont les spécialistes de Pôle emploi, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Bon, donc voilà, essayer là aussi de travailler sur les potentialités plus que sur les incapacités qu'on fait, les potentialités, les aspirations aussi. Voilà, donc là, on a plein de, bon, je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais de mesures passées et à venir visant à simplifier, à former, à adapter les formations, à éviter les ruptures de parcours et à mettre en avant, encore une fois, les potentiels de ces publics qui peuvent tout à fait, pour peu qu'on s'y attelle, qui peuvent tout à fait faire aussi bien que des autres publics, voire mieux. Il y a des exemples où des salariés en situation de handicap font mieux. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Moncoussi. On va continuer notre débat. Et justement, quand vous disiez que le regard change, cela me fait penser à l'action et au projet qu'est en train de développer Sophie Gallou de l'association Les Jeûnés d'Or. Sophie, est-ce que vous pourriez nous présenter finalement, vous, votre situation dans votre démarche, comment vous intégrez les emplois d'handicapés, où est-ce que vous en êtes? Voilà. D'accord. Je vais commencer par un petit retour en arrière juste pour situer. Donc, moi, je suis ingénieur agroalimentaire. Après 15 ans dans l'agroalimentaire, j'ai basculé dans la restauration collective. Et donc là, première expérience avec le handicap, en fait, il se trouvait que dans l'équipe de cuisiniers, j'avais un des cuisiniers qui était malentendant, appareillé des deux côtés. Donc voilà, c'était ma première expérience. En tout cas, très bon cuisinier, c'était d'ailleurs le meilleur. La seule contrainte, en tout cas que moi je voyais dans la communication avec lui, c'est que quand j'étais en cuisine, il fallait systématiquement que je baisse le masque. Il lisait sur mes lèvres. Donc pour lui, c'était parfois un peu complexe parce que dans la salle de pause, les discussions, le brouhaha, c'était compliqué. N'empêche que sur le terrain, ça se passait extrêmement bien, à tel point que je l'avais fléché, moi, parce que avec les stagiaires, dès qu'il y avait de nouveaux qui arrivaient, il avait toujours une aptitude à accompagner et à intégrer les jeunes dans l'équipe, et c'était vraiment très, très chouette. Derrière, en 2020, j'ai intégré une association, l'association Les Jeûnés d'Or, qui est située dans le Finistère. C'est une association médico-sociale qui intègre des personnes, enfin qui accompagne des personnes en situation de handicap psy. Alors ça peut être soit de l'handicap de naissance, tel que de l'autisme, de la trisomie, ou alors du handicap qui est arrivé. On en voit de plus en plus des nouveaux handicaps liés, par exemple, à une surconsommation d'alcool ou de drogue ou des burn-out très, très violents. Voilà, donc du coup, une plage vraiment de handicap de plus en plus variée. Il se trouve que dans cette direction restauration, je gère des cuisines. J'en ai 3 dans mon périmètre. Et il n'y avait que 2 personnes en situation de handicap dans ces cuisines, donc quelque chose d'un peu paradoxal. Et du coup, on est en train de basculer progressivement les cuisines en format ESAT. Alors, clairement, moi, je le pose tout de suite parce que je trouve que c'est important à poser. Ça s'accompagne, ça ne se fait pas comme ça. Surtout que moi, mes équipes, aucun d'entre nous n'était formé au handicap.
Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est intégrer des moniteurs dans nos équipes. Alors, soit des cuisiniers, parce qu'on est sur des métiers quand même particuliers. La restauration, ça s'improvise pas. Donc, c'est plutôt des moniteurs qu'on forme au handicap. Mais il s'avère qu'il faut aussi former et accompagner toute l'équipe. Voilà, c'est quelque chose qui se fait pas comme ça tout seul. Je trouve que si on veut que ça fonctionne, et ça c'est vraiment important de se le dire, c'est qu'il faut que ça soit accompagné. On a mis en place des formations découverte du handicap, des formations, des immersions dans des ateliers ESAT qui sont plutôt sur différents sites. Et puis il y a tout un accompagnement aussi sur l'ergonomie, sur voilà les situations, les postes de travail. Savoir que, par exemple, certains autistes sont très, très sensibles à la lumière. S'il y a des LED ou des néons qui claquent ou des bruits très, 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 très sonores, et ben, eux, ça peut les déstabiliser. Et je trouve que c'est important de donner des clés aux équipes pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. À côté de ça, moi, avec mon regard complètement neutre, parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas non plus, j'ai eu l'agréable surprise de me dire que dans les équipes de restauration où on parle parfois de coups de feu, alors en restauration collective un peu moins, mais quand même, où on parle aussi des fois de langage un peu virulent, un peu chaud. Et ben, quand on a des personnes en situation de handicap dans l'équipe, il faut avoir de la bienveillance, éviter les situations de stress, de pression, être dans l'anticipation. Alors que moi, je me souviens de rabâcher à mes équipes, prévoyez la veille ce que vous devez faire le lendemain, soyez dans l'anticipation. Et ben là, en fait, il n'y a plus le choix parce qu'avec les personnes en situation de handicap, il faut que les choses soient prévues, organisées. Et je trouve que naturellement, il y a des choses qui se mettent en place. On était en train d'essayer de les forcer auparavant. Ça se met naturellement en place. Moi, j'ai aussi eu l'agréable surprise de voir que certains de mes cuisiniers qui étaient un peu blasés par leur métier, qui trouvaient plus trop de sens, et ben du coup, ont trouvé un nouveau sens dans l'accompagnement de ces personnes-là, dans la relation qu'ils pouvaient avoir. Et ils ont trouvé de nouvelles valeurs. Quand certains passaient leur journée aussi à râler ou se plaindre, ben, du coup, maintenant, ils le font moins parce que, ben, plus, voilà, de voir leurs collègues qui se mettent à 200% pour faire en sorte que leur poste soit aussi bien abouti, bien réalisé. Ben, du coup, il y a un tel delta et on devient tous humbles par rapport à tout ça et je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, au niveau d'Agores, le réseau de la restauration dans lequel je suis depuis déjà 2018, j'ai été fléchée comme référente handicap et médico-social sur ce réseau-là, qui est vraiment la restauration collective au sens large, médico-social et territorial. En fait, j'ai beaucoup de plaisir à essayer d'échanger avec les collègues et puis à me rendre compte que dans certaines cuisines, je prends l'exemple de Millau, de Souston, j'ai déjà des collègues qui ont des autistes dans leurs équipes et ça se passe extrêmement bien. De dire aussi, ben voilà, vous êtes tous en train de chercher des cuisiniers, d'essayer de poser vos équipes, et ben allez aussi regarder de ce côté-là parce que franchement, il y a des bons profils. Moi, dans mon équipe avec des ouvriers ESAT, j'en ai 3 qui ont leur diplôme de cuisinier et qui sont très très bons sur ce qu'ils font. Alors voilà, après avec des points particuliers à prendre en compte. Mais comme me le dit un collègue directeur ESAT, on a tous quelque part un handicap en nous et plus ou moins voyant. Et c'est vrai qu'en creusant, on a tous nos particularités et nos difficultés les uns et les autres aussi. Donc celles-là, elles sont à prendre en compte de manière peut-être plus importante, mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir un autre regard. Et dernier retour d'expérience, j'étais au Luxembourg sur un projet Erasmus sur l'alimentation durable il y a une dizaine de jours. Une équipe de 10 intercuisine, dont 2 personnes en situation de handicap avec nous. Alors voilà, avec de la bienveillance, de l'accompagnement particulier. Par contre, qu'est-ce qu'on a apprécié? Leur spontanéité et voilà, leur façon de réagir quand nous, des fois, en tant qu'adultes, ou en tant que même des fois, avec nos évolutions, des fois, on s'éloigne un petit peu de cette spontanéité et qu'est-ce que ça fait du bien, des fois, de les avoir avec nous pour nous dire, bah voilà, les choses simples peuvent être dites aussi. Et je trouve que ça permet aussi de faire redescendre un petit peu tout le monde.
Donc, moi, pour Mais résumer, je trouve que voilà, ça doit être accompagné, ça ne se fait pas tout seul parce que clairement, c'est pas toujours simple. N'empêche qu'il y a moyen d'avoir de belles réussites. merci beaucoup, Sophie. Alors, petite juste précision technique, puisque vous êtes tous maintenant sur LinkedIn, n'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos commentaires directement sur le réseau LinkedIn. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-François Dufresne, président de l'association Vivre et Travailler Autrement. Lors de la préparation de ce webinaire, j'ai noté cette citation qui est devenue un précepte pour vous. Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout. Une citation d'Henri Cuel. Feuille, En feuille. fait, vous êtes père d'un enfant autiste et grâce à ça, vous créez une première association en 2000, alors que votre fils était complètement déscolarisé pour lui donner, en fait, et vous lui permettez de lui donner un accès et une prise en charge éducative spécialisée, alors que tout ça, c'était un peu rare en France à ce moment-là. Et donc, vous aviez créé Apprendre autrement. Au fil des années, vous avez observé à quel point le handicap l'amenait à développer des qualités et des compétences spécifiques qui pouvaient être utiles en entreprise. Vous vous êtes un peu attaché à trouver les moyens pour favoriser son inclusion et l'inclusion de ses camarades en milieu professionnel ordinaire. En 2014, vous créez l'association Vivre et Travailler Autrement, une aventure de vie lumineuse qui m'a ramené à la réalité, dites-vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu toute cette aventure, toute cette très belle histoire? Oui, bonjour à tous. Bien sûr, vous racontez ça, mais je voudrais insister d'abord sur une première chose, qui est que on parle de handicap, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a tellement de variétés de handicap, et à l'intérieur des variétés de handicap, il est évident que donner de l'emploi à une personne en fauteuil roulant, mais bac+8, c'est pas la même chose que d'employer mon fils qui est non-verbal avec un retard intellectuel. C'est très, très différent. Ce sont donc des aventures différentes que l'on mène, et la question au bout du bout, et c'est cette question à laquelle s'attelle Monsieur Moncoussi notamment, c'est comment on fait pour intégrer les personnes dans la société, dans le travail ordinaire, plutôt que de les traiter comme des personnes différentes, qui ne sont pas comme nous. Or, en fait, c'est avant tout des personnes, ce qui, et j'aime beaucoup mieux l'expression anglaise de people with special needs, personne à besoins spécifiques, que l'expression handicapé, qui est une spécificité française là aussi. Donc, si on commence à dire que c'est des personnes qui ont des besoins particuliers, je ne vais pas rebondir sur ce que disait Madame Gallou, mais c'est exactement ça, ben on se débrouille pour que ces besoins particuliers, on arrive à les compenser. Donc, effectivement, j'ai un fils autiste, effectivement, il n'est jamais allé à l'école, effectivement, j'ai essayé de créer des solutions pour lui. Mais surtout, arrivé à l'âge adulte, on m'a dit, votre fils, il y a des orientations. Vous savez, ça se passe par orientation. Et tu es orienté en foyer d'accueil médicalisé. Pour en avoir visité quelques-uns, j'ai dit que je trouvais que ce type de solution, non pas qu'elle soit inutile, parce qu'elle est très utile pour certaines personnes, mais n'était pas adaptée à mon fils. Et que je préférais faire l'expérience de le faire travailler. On m'a dit, vous êtes complètement fou. Il est totalement inemployable, comme tous les autistes dits sévères. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je sais pas. Ça vous situe, et donc, ça fait des populations dites inemployables. Le discours général aujourd'hui, c'est nul n'est inemployable. Et je suis profondément d'accord avec ça. Nul n'est inemployable. Chacun a des qualités, chacun a des compétences, et si on veut bien se dire qu'ils ont des besoins particuliers, ce que je disais tout à l'heure, eh bien on compense les besoins particuliers et on profite de leurs compétences.
ça coûte moins cher à la collectivité, ils apportent leur, leur écho, si je peux dire, à la société. Et en plus, effectivement, tout ça nous revient beaucoup moins cher. Donc, ça a plein de bénéfices, cette petite histoire de dire que les gens inemployables, ils peuvent être employés. Alors, effectivement, on a créé, puisque à l'époque, j'étais à la direction d'un grand groupe, grand, pas si grand, mais enfin quand même pas si mal, une dizaine de milliers de personnes quand même, donc d'un groupe agroalimentaire français, familial, qui s'appelle Andros. Et donc, j'avais à ma disposition un certain nombre d'usines sur lesquelles on pouvait faire de l'expérimentation, parce que c'était une expérimentation. Et c'était une expérimentation dont tout le monde disait ça ne marchera jamais. C'est pas possible, on ne peut pas les employer. Sauf que l'idée a été la suivante, c'est de les faire travailler à mi-temps le matin comme opérateurs de production dans une usine et le reste de la journée, leur apprendre l'autonomie. Car ces jeunes savent pas trop, il y en a qui savent pas trop comment s'habiller, non pas enfiler un pantalon, mais quel type de pantalon enfiler selon le temps qu'il fait. Il y en a qui savent moyennement se laver, il y en a qui savent pas se faire à manger, il y en a, etc. Pourquoi? Parce que les parents dont je fais partie ne l'auront jamais appris, parce qu'on surprotège les personnes à besoins spécifiques. Au lieu de leur... Ce qu'on fait avec tous nos enfants, on essaye de leur apprendre la vie, eh bien, avec les personnes handicapées, on les surprotège. Donc, on va à l'envers de ce qu'il faut faire. Donc, pour vous répondre un peu plus rapidement, donc on fait ce dispositif qui démarre en 2014, on met un premier autiste, puis deux, puis trois, tous jugés inemployables. Et donc, à partir de là, on parvient à monter un dispositif avec l'aide des pouvoirs publics depuis le début, qui nous ont officialisés, nous ont donné un statut médico-social. Et il se trouve que ça marche vraiment bien. Alors on peut dire bravo Dufresne, t'es un gars formidable, mais c'est pas ça, c'est pas moi, c'est eux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils nous ont scotchés par leur capacité. Et je reviendrai sur ce que disait Madame Gallou, son meilleur cuisinier, c'est le cuisinier qui vit avec un handicap. Donc c'est souvent, ils sont formidables. Et sous des dehors de ne pas être capable de faire quoi que ce soit, ce qu'on leur promettait, ils amènent une valeur ajoutée indiscutable. Alors, je vais la détailler. Premièrement, dans notre dispositif, ils sont extrêmement heureux et ils progressent de façon extraordinaire. Alors ça, c'est le côté, j'allais dire, médico-social. Est-ce que ce qu'on fait est efficace ou pas? Oui, alors c'est efficace pour eux. Bonne nouvelle, on va surtout passer aux deux autres sujets. Deuxième sujet, qu'est-ce que ça fait dans l'entreprise? Eh bien, il se trouve que leurs qualités, alors là, c'est des qualités qui sont souvent partagées par l'ensemble des personnes vivant avec un handicap, mais qui ne sont pas, moi je vais vous parler des qualités spécifiques des autistes. Les autistes, ils sont assez étonnants parce qu'ils sont extrêmement précis, extrêmement concentrés, extrêmement méticuleux. Ils détestent faire des erreurs. Ça, c'est des qualités en usine, je ne vous dis pas. Ils sont toujours à l'heure, ils sont extrêmement fidèles à l'entreprise qui les emploie, parce qu'ils détestent le changement, donc ils ne vont jamais quitter l'entreprise qui les emploie si ça se passe bien. Ils ont plein d'idées, ils peuvent nous amener à revoir nos process de production, et donc, globalement, ça fait, j'allais dire, des ouvriers tout à fait performants. Ensuite, est-ce qu'ils sont plus productifs que les autres? La réponse est au minimum autant. Ça dépend des postes, mais sur certains postes, ils sont plus productifs que les autres. Après, ça dépend toujours de la personnalité de chacun. Ce sont des personnes avant tout. On a tendance à dire on emploie des handicapés, on n'emploie pas des handicapés, on emploie des personnes. Et ces personnes sont toutes différentes, et ce qui est très important, c'est de personnaliser fonction de chacun. Comme le disait Madame Gallou, il est indispensable de les accompagner, vous imaginez. Il est indispensable d'employer un certain nombre de techniques qui aident, comme les pictogrammes.
Mais donc, pour l'entreprise, c'est d'excellents travailleurs. Alors, j'ai parlé des méthodes. Est-ce qu'il faut adapter les postes de travail? Oui, il faut les adapter de façon visuelle. C'est-à-dire qu'on va leur adapter chaque poste de travail en faisant des espèces de, allez, appelons ça des guides de montage du meuble Ikea, parce que c'est ce que tout le monde comprend. C'est-à-dire que tu commences dans ta tâche de boulot, tu vas commencer par faire ça, puis ça, et le tout en image. Parce que ça, ils comprennent. Alors, on fait ça, on s'aperçoit que ça marche, on s'aperçoit aujourd'hui, ça fait quand même, il y a 11 autistes dans notre dispositif expérimental. Ces 11 autistes, il n'y en a pas un seul qui a voulu partir. Il n'y en a pas un seul que l'entreprise a voulu foutre dehors. Ils ont en moyenne bientôt 7 ans d'ancienneté en CDI, car ils sont en CDI. Et ils sont du droit du travail ordinaire, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui décide de les garder, de ne pas les garder, etc. Ce n'est pas des salariés protégés. Et je crois que si on veut effectivement, alors je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de salariés protégés, mais je dis que moins il y en a, mieux on se porte. Plus on est dans le droit du travail ordinaire, mieux on se porte. Et donc, l'accompagnement est évidemment financé par les pouvoirs publics. La loi de 2005, essentiellement, c'est pas la seule, il y a eu 2002, il y en a eu d'autres après. Donc, l'accompagnement est financé par les pouvoirs publics. L'entreprise n'a qu'à payer des salariés en CDI qui s'avèrent être plutôt en moyenne, au moins aussi performants que les autres. Alors, des détails dans les usines qui ne sont pas des détails, accidents du travail, il y en a moins. Il y en a moins, mais ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils font qu'il y a moins d'accidents du travail. Absentéisme, il n'y en a pas. Ils détestent ne pas venir au boulot. Ça, c'est vrai de tous les handicapés à qui vous allez donner un boulot. Ils détestent ne pas venir au travail. Donc, quand même des qualités, dans une période où on a du mal à recruter, tant dans la restauration que dans les usines, parce que si vous croyez que c'est facile dans les usines, c'est clair que ça ne l'est pas non plus. Et donc, dans ces périodes-là, c'est sûr que ce profil d'opérateur de production, parce que chez nous, ils font opérateur de production, est tout à fait favorable. Donc, deuxièmement, est-ce qu'ils sont bien accueillis? Et là, je ne vais pas rebondir sur tout ce qu'a dit Madame Gallou, parce que je serais trop long, mais c'est exactement ce que vous avez dit, Madame. C'est-à-dire qu'ils sont formidablement bien accueillis par leurs collègues, et en plus, ils mettent une ambiance formidable, pour toutes les raisons que vous avez eu l'occasion d'expliquer. Donc, formidable. Est-ce que les organismes du type CSE, parce que dans les entreprises de plus de 50 salariés, on invite des CSE, est-ce que dans les CSE, on est bien accueilli? Je raconte toujours cette anecdote, c'est la seule fois de ma carrière de directeur général de groupe qu'un délégué CGT est venu vers moi. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et il m'a dit, monsieur, je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est bien la seule fois de ma vie que la CGT m'a remercié. mais je vous assure que c'est authentique et qu'on a le soutien plein et entier de toutes les structures. Ensuite, en termes d'image, je ne vous dis pas l'image que ça donne à l'entreprise. Et les bénéfices en termes d'image, on reçoit des propositions d'emploi de la part de gens qu'on n'avait pas imaginé toucher et qui nous disent « mais j'ai envie de rentrer chez vous parce que j'ai vu ce que vous faisiez pour les autistes ». Donc, l'effet d'image, je ne parle pas de toutes les parties prenantes de l'entreprise, y compris les clients, et on n'a jamais rien fait pour ça, mais c'est les clients qui nous parlent de dire « mais on a vu ce que vous faites pour les autistes, c'est formidable ». Bon. Donc, dernière chose, ça change complètement le regard. La ville dans laquelle on est installé, ils vont faire leurs courses, ils vont, etc. Et au lieu d'avoir des autistes qui font peur, on a des autistes qui sont accueillis avec le sourire. Et l'ensemble de la ville, l'effet qui a été mis en avant par Madame Gallou, on le ressent au niveau de la municipalité et de tous les habitants de la ville. Car ils sont présents à la médiathèque, ils sont présents à la piscine, ils sont présents, etc., avec les autres. Donc, ça change le regard sur le handicap. Puis, dernier truc qui n'est pas idiot, c'est que ça coûte moins cher que les foyers d'accueil médicalisés où ils étaient destinés à aller. Donc, ça a un certain nombre de bénéfices qui font que
Notre tout petit dispositif de 11 personnes fait que aujourd'hui, on est relativement connu. On a eu des visites tout à fait éminentes. Donc, voilà, on est très connu dans l'univers. Pourquoi? Parce que personne ne croyait que ça allait marcher, et pourtant ça marche. Et ça marche très très bien. Alors ça s'est développé, et aujourd'hui c'est en train de se développer ailleurs, dans quelques autres grandes entreprises, notamment L'Oréal, notamment LVMH, notamment Baria et toujours Andros, bien sûr, et on a plein d'entreprises qui veulent démarrer, et c'est ça qui compte. Et ce que je peux vous dire, c'est que la restauration me paraît, on est à la limite, hein, on leur fait préparer nos batchs de fabrication, c'est eux qui les pèsent. Depuis que c'est les autistes qui pèsent les batchs de fabrication, comme eux, quand on leur dit tu mets 43 kilos, 750 de poudre de cacao pour faire la mousse au chocolat, ils mettent 43 kilos, 750 zéro, parce qu'un autiste va mettre 750 zéro. Un neurotypique comme moi dit attends, 44 kilos, ça va bien, c'est pas 250 grammes qui vont changer le goût. Il a absolument raison. Hein. Sauf qu'on a gagné 50 000 euros de matières premières à la fin de l'année. Ça paye 3 autistes. Donc, voilà, c'était le genre de petites choses qui vous fait dire. Les premières personnes qui ont été intéressées par notre dispositif, malheureusement, ça n'a pas, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça n'a pas perduré, c'était Servair. Servair, vous voyez, c'est la restauration aérienne. Remarquez qu'il y avait eu le Covid et que donc il n'y avait plus de restauration aérienne. Ils n'avaient plus le droit de faire de restauration. Mais le fait d'avoir intégré des autistes, car ils ont intégré des autistes dans leur équipe pendant presque un an, leur avait amélioré la performance. Et ils ne se trompent pas, eux, quand on leur dit tu mets 4 couverts dans la petite pochette, ils mettent 4 couverts, quoi. Ils ne se trompent pas. Le neurotypique habituel, ben, s'il manque la cuillère ou le couteau, ça ne va pas le bouleverser. Sauf que dans le service aérien, quand il manque la cuillère ou le couteau, ça va faire déplacer l'hôtesse, ça va, etc. Je ne vous fais pas le dessin. Et c'est pour ça que les gens ne servent d'air. Et puis, quand on lui dit tu pèses 80 grammes de carottes râpées, eux, ils vont peser 80 grammes. Le neurotypique va en mettre une bouche qui pèsera peut-être 110 grammes. À la fin de l'exercice, il y a une économie à faire. Voilà. Donc, si je pouvais, je vais passer sûrement la parole à Olivier Tran, qui Exactement, Monsieur Dufresne. Ben oui, c'est ça. Je vais vous choisir comme animateur et de toute façon, vous en parlez tellement bien. C'est vraiment très agréable de vous écouter. Merci encore pour ce témoignage. Effectivement, désolé, mais je ne sais pas le dire plus court. Non, mais c'était très très bien. C'est une histoire magnifique, mais on va en découvrir une autre puisque Olivier Tran, on va vous passer la parole. Et vous êtes papa d'une fratrie dont le fils aîné, Alexandre, est porteur de troubles très sévères d'autisme. Et comme Monsieur Dufresne, finalement, vous aviez un problème d'encadrement, d'accompagnement, tout ce qui est le système éducatif. Et vous, vous avez créé 2 associations, Biscornu et Affûté, justement dans ce cadre que l'on développe aujourd'hui, qui est la restauration. Et donc, on apprécierait beaucoup votre témoignage pour que vous puissiez nous dire comment, votre histoire et pourquoi vous avez choisi la restauration. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de retrouver quelques-uns que je connais là. Jean-François, on s'était rencontrés avant que je lance mon projet, c'est-à-dire en 2020. Je crois que c'était en novembre 2020, juste avant que ça se lance. Et puis Alain Masson de Sodexo, puisqu'on est en train de bâtir justement la suite du projet, notamment ensemble. Alors oui, le témoignage d'un père comme celui de Jean-François. Voilà, moi aussi, j'ai un enfant qui est autiste sévère, qui est non-verbal comme celui de Jean-François. J'ai eu la chance de pouvoir visiter l'organisation de Jean-François donc à Novandie, une des usines, donc de les voir travailler. Hein, et puis, ça, en effet, ça démontrait bien l'efficacité de ces jeunes-là, dont certains qui ressemblent bien à la typologie de mon enfant.
Et en effet, moi, j'ai eu un parcours comme beaucoup d'autres familles avec notre enfant qui part du sentier scolaire à la fin du primaire et il n'y a pas suffisamment de structures tout simplement en France pour les accueillir. Donc, il s'est retrouvé à la maison. Et dans mon cas, quand il s'est retrouvé à la maison, ça a un peu dégénéré et c'est pour ça que j'ai voulu lancer le projet, c'est qu'il a commencé à regarder des vidéos de suicide. Alors moi, j'étais pas du tout en train de m'occuper de mon enfant pour tout dire, hein. J'étais plutôt par Mons et par Vaux dans une industrie, celle de la transformation d'aluminium. Donc, je négociais des contrats avec Airbus, Boeing. Donc, je passais mon temps en fait en déplacement. Et puis là, ça m'a ramené un peu à une certaine réalité le jour où justement ça s'est un peu mal passé. Et donc, j'ai quitté tout ça du jour au lendemain pour essayer de créer un avenir pour lui, mais aussi pour toutes les autres familles qu'on pourrait aider avec un mécanisme, un système qui permettrait de les rendre partie prenante de notre société. Donc, 2 structures, mais pas 2 associations. Il y en a une qui est une association, c'est Affûté. Ça veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Donc, Affûté, c'est l'acronyme. Et ça exprime ce qu'on veut faire avec cette association. On veut former. On veut former de façon universelle ces jeunes porteurs de handicap. Et alors, nous, on ne va pas s'adresser que à des autistes. On s'adresse un peu à tous ceux qui sont exclus de manière générale du cadre d'apprentissage ou du cadre de la société, de l'âge de 14 ans jusqu'à 30 ans. Voilà. Donc, on va offrir, on va créer des conditions de formation grâce à l'aide collective à tous ces jeunes-là, donc trisomie, dyspraxie, autisme. Puis après, il y a des personnes qui ont des handicaps, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de label, et ça représente tout autant de personnes. Voilà, donc on va créer un mécanisme en fait d'accompagnement qui se cale sur les professionnels eux-mêmes de chaque métier, dès lors qu'il y a des tâches élémentaires. Donc, association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Et donc, dans l'esprit du PEX qui fonctionne pour les autistes avec des échanges d'images, eh bien, on tire la bobine et on représente l'enchaînement des gestes pas à pas avec des illustrations. Donc, pas des photos, surtout pas parce que ça, il y a un contexte à chaque fois. Donc, on va gommer le contexte en demandant à des illustrateurs simplement de vraiment faire le zoom avec l'image sur les doigts, les gestes, vraiment le cas précis de ce que la personne doit faire pour réaliser une tâche élémentaire. Donc, pour la cuisine, comme on a commencé dans la cuisine, on représente le plan de travail, qu'est-ce qu'il y a comme ustensile sur le plan de travail, comment prendre tel ustensile avec tel ingrédient pour faire tel geste et arriver à faire l'opération. Donc ça, on le développe avec des pros, donc les pros par exemple de Sodexo, demain, des autres groupes de restauration également, et puis d'autres métiers également, donc l'hôtellerie avec le groupe Accor, ou le nettoyage propreté avec GSF, ou la distribution avec des groupes comme Intermarché ou Biocoop. Enfin, vous imaginez que les tâches élémentaires qui ne nécessitent pas de savoir parler, lire ou écrire, il y en a plein. Il y en a plein et on va justement tirer simplement cette bobine-là, de savoir expliquer ce qu'on attend à des jeunes comme ceux-là, simplement avec ces enchaînements extrêmement précis d'illustration pour expliquer ce qu'on veut faire. Alors, on développe la méthode avec ces pros qui vont expliquer c'est quoi leur métier. 2, pas question de former en dehors des entreprises. Donc, pour nous, c'est de la formation au cœur des entreprises et ça, c'est clé pour la réussite de se faire rencontrer le monde du handicap et le monde professionnel. Donc, on développe en fait des formations au cœur même des entreprises. Donc, si bien que nos formations, elles ont lieu chez Accor pour l'hôtellerie, elles vont avoir lieu chez Sodexo, dans les cuisines de leurs clients. On va lancer chez Thales en septembre ensemble, un Alain, et puis peut-être dans d'autres endroits, n'est-ce pas, chez AXA par exemple, cher ami Alain. On en parle, Olivier. Mais Thales, ça avance bien, effectivement. Ouais. Mais il y a potentiellement pas mal de projets. Voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a des lieux collectifs qui ne sont utilisés qu'à temps partiel, c'est le cas des cuisines collectives, eh bien, on va proposer aux prestataires de restauration, Sodexo, Elior, Compass ou d'autres, eh bien, de nous accompagner dans ce projet d'inclusion en mettant à disposition un chef ou 2 chefs pour accompagner 2 ou 4 jeunes. C'est un chef pour 2 jeunes porteurs de handicap à partir de 14 ans, avec les FUT, donc la méthodologie qu'on a exprimée par des illustrations, et puis sur des programmes de 1, 2 ou 3 ans d'accompagnement qui vont être co-construits avec ces grands groupes soit de la restauration, soit d'autres métiers. Donc, on va nous s'adresser en premier aux employeurs et on va leur demander de diagnostiquer avec nous quelles sont les tâches élémentaires sur lesquelles ils ont du mal à recruter aujourd'hui, où il y a pénurie d'emploi, et puis on va faire coïncider en fait leurs besoins d'employés
avec nos possibilités de jeunes porteurs de handicap qui peuvent très bien réaliser en effet ces tâches élémentaires dans la cuisine, dans l'hôtel ou ailleurs, ou mettre en rayon dans la distribution, ou la vigne. On a commencé dans la vigne aussi d'ailleurs, donc dans le Bourgogne, pour palisser les vignes, etc. Vous voyez le principe. Donc, et le troisième élément clé du dispositif d'Affûté, c'est de transformer les employeurs en formateurs. Donc justement, dans la cuisine, le chef de cuisine devient formateur. Donc ce qui a été exprimé précédemment sur la fierté de pouvoir redonner du sens à son métier, également de transmettre sa passion, son savoir-faire, d'être valorisé dans la transmission de ce savoir-faire, et puis la gratification de pouvoir offrir un avenir à des jeunes en transmettant, eh bien, c'est ça qu'on propose de vivre à travers cette expérience-là avec ces chefs ou tous ces professionnels de ces métiers-là. Donc, ça va au-delà de simplement la satisfaction personnelle des chefs, puisque derrière, on se rend compte que ça crée aussi des émulations d'équipe. Donc, c'est pas moi qui m'en rends compte, hein, c'est les gens qui le font, les chefs eux-mêmes, et puis après, c'est les organisations elles-mêmes qui découvrent en fait les vertus de pouvoir accompagner des plus fragiles, notamment sur le sens du travail lui-même. C'est-à-dire que là, il y a des jeunes qui vont démontrer par leur effort tout ce qu'ils sont prêts à faire pour réussir une tâche, deux tâches ou trois tâches. Donc, la plainte d'un collègue coéquipier qui, lui, n'a pas de handicap va être toute relative. Donc, ça permet aussi de relativiser beaucoup les petits bobos ou les petits malheurs des uns et des autres pour se concentrer davantage sur une dynamique d'équipe. Bon, il y a plusieurs autres aspects, comme également le fait de pouvoir créer de l'emploi, et puis d'un point de vue business pour les groupes, en effet, quand ils ont du mal à trouver des gens pour faire ces opérations-là, le fait de pouvoir avoir des jeunes qui vont être en effet loyaux, comme l'a dit Jean-François, ça va être très intéressant pour avoir des bases solides dans des hôtels, dans des cuisines, dans des restaurants. Voilà, donc tout le principe, c'est de pouvoir porter cette formation avec l'aide des grands groupes comme Sodexo, typiquement, de faire un maillage très dense au niveau national, donc dans chaque ville où il y aura des cuisines collectives, donc ça peut être des cuisines publiques. Là, je suis à Lyon en ce moment, je viens de rencontrer la région de Lyon qui a dans son siège de Lyon des cuisines collectives, et qui justement va être un cas d'école pour ouvrir ces cuisines et accueillir des porteurs de handicap pour les former. Voilà. Et la deuxième structure, c'est une entreprise. C'est Biscornu. Donc ça, c'était important également pour passer le message aux autres acteurs d'un même métier, mais aussi d'autres métiers, de dire c'est faisable. C'est faisable tout simplement parce que nous, on prend de tout type de sévérité du handicap, que ce soit mon fils, qui est catégorie sévère du handicap, donc à un bout du spectre, ou que ce soit des autistes légers, ou que ce soit des personnes porteuses de trisomie qui sont un peu entre les deux, en modéré. En fait, on va créer avec Biscornu les conditions de visibilité pour que les gens se disent tiens, oui, ça marche, à condition d'avoir les bons réflexes, de la bienveillance en effet. Donc on a créé en fait un traiteur, donc dans la gastronomie. On a fait la suite une fois qu'ils sont formés, on va les rendre visibles et les rendre visibles auprès de tout le monde avec un modèle qu'on a voulu d'excellence entre guillemets, mais d'excellence collective, pas de l'excellence individuelle, surtout pas, mais de l'excellence collective, c'est-à-dire chacun peut contribuer à un projet de société en y prenant part, même à 2 heures par jour. 2 heures par jour, ce sera très bien pour mon fils, même s'il épluche que des légumes, ce sera parfait. Il aura quand même 2 heures de sociabilisation avec d'autres, il aura 2 heures où il sera content de faire quelque chose, comme disait Jean-François, il ne supporte pas de ne pas venir au travail, c'est ce qu'on espère pour tous nos enfants, et qu'il contribue comme ça à cette valeur ajoutée. Ce sera ça de moins à peser sur l'État, à peser sur les coûts de structure dans des organismes dédiés, spécialisés. Non, là on va créer ces conditions de temps en collectivité, mais dans des entreprises, pour qu'ils puissent contribuer à cette valeur ajoutée et en avoir un salaire derrière. Donc, le modèle Biscornu, c'est de faire de la transformation de l'exclusion en excellence collective, et donc on va prendre un symbole fort, c'est celui des fruits et légumes déclassés. On aurait pu faire du textile, on aurait pris un autre symbole, on aurait pu faire de l'ameublement, j'aurais pris un autre
produit comme symbole, mais là, les fruits et légumes déclassés, ça représente 45% de déchets, on jette, ce qui n'est pas dans les calibres des fruits et légumes, sauf Andros qui en récupère une bonne partie, hein, évidemment, mais à l'échelle mondiale, la FAO a dit que c'était 45%. Et donc, nous, on va récupérer ça sur des plateformes de coopératives bio, aussi simplement que ça. Et puis, on va les transformer dans des recettes de chefs étoilés meilleurs ouvriers de France. Alors, l'ambition, c'est justement de faire ce grand écart entre ce qui est exclu, ce qui est jeté un peu à l'image de nos enfants. Et puis, on va essayer de transformer ensemble dans des plats qui sont des plats reconnus du meilleur de ce que fait la gastronomie. Et puis là, dans la cuisine, tout le monde sait ce que c'est que bien manger, en France particulièrement. Donc, quand c'est des recettes données par des chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, bon, ben voilà, on sait que c'est vraiment l'ambition du projet et c'est une réalité du projet aussi. Donc, on fait des plats préparés, entrée, plat, dessert. On fait des pièces cocktails. Et en fait, c'est dans cette partie-là que ça s'est fortement développé. Aujourd'hui, Biscornu, il y a 40 permanents et 80 qui interviennent en extra sur des prestations cocktails. On va jusqu'à 2300 personnes en réception, pour des réceptions de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et donc, ça veut dire qu'on fait tout type toute taille. Mais surtout des entreprises, puisque l'idée, c'est de pouvoir les mettre bien sur le devant de la scène, ces jeunes-là, au service. Alors, des fois, quand ils qui ne savent pas parler, on les met derrière le buffet, ils vont avoir des tâches répétitives, simples. Quand, par contre, ils sont plus à l'aise à être dans la foule, on va les mettre au service avec le plateau pour déambuler devant les personnes. Et puis, il y aura toute la partie invisible du grand public qui sera dans les cuisines elles-mêmes, où là, on va faire des tâches très, très séquencées, très décomposé visuellement également, pour que tout le monde s'y retrouve, quel que soit son niveau d'autonomie et de sévérité de handicap. Et donc ce projet-là, en effet, au bout de 2 ans d'activité, connaît un attrait par ces entreprises qui souhaitent s'engager également dans ce projet d'inclusion, participer également. Et donc, on est en train de voir si on peut, de même qu'affûter, le porter un peu à différents endroits de France, et bien, de faire de même pour Biscornu, créer de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, pour ce nouveau témoignage. Justement, on voit les liens avec Sodexo, donc à la Masson. Écoutez, déjà, je vous remercie d'être présent. Vous aviez participé déjà à notre dossier sur le handicap en restauration dans le magazine L'Autre Cuisine. Et vous précisiez que depuis ses origines, Sodexo fait de la RSE, mais de manière informelle et non systématique. Mais depuis 2006, vous vous êtes engagé sur la thématique du handicap grâce à un accord handicap qui a permis de créer une mission handicap. Pouvez-vous nous retracer cet engagement pour le groupe ? Oui, avec plaisir. Rebonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire un pas en arrière, avant 2006, puisque alors Sodexo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de restauration majoritairement collective, mais aussi sous toutes ses formes, et de services, puisqu'on fait aussi un certain nombre d'activités dans la maintenance multitechnique. Et on est organisé, comme pas mal d'entreprises, par ce qu'on appelle des segments de marché, c'est-à-dire la restauration et les services sur, c'est ce que disait Sophie Gallou, le médico-social, mais aussi l'entreprise, l'éducation, etc., etc. Et donc, on a un segment, une organisation qui s'occupe vraiment des établissements qui accueillent des personnes handicapées. Donc, je dirais que avant 2006 et la signature de ce premier accord agréé, je reviendrai dessus, j'allais dire que ce segment était plutôt pas mal challengé et sensibilisé sur l'accueil de travailleurs en situation de handicap, qui venaient notamment d'ailleurs du secteur protégé adapté, plutôt des ESAT, puisque certains de nos clients ont des ESAT ou des entreprises adaptées. Et donc, c'est vrai que c'était un segment qui était relativement en avance sur ce sujet-là, alors que les autres étaient sur un stade un peu beaucoup moins avancé. Donc, c'est vrai qu'on a aussi, je crois que c'est M. Moncoussi qui en parlait tout à l'heure, la loi de 2005 a permis aussi aux entreprises de pouvoir justement faire ces accords agréés, un accord agréé relativement simple. C'est pas parce qu'on signe un accord agréé qu'on n'a plus l'obligation d'embaucher à hauteur de 6% des travailleurs handicapés dans les équipes, mais ça permet, si vous voulez, d'internaliser ce budget, cette contribution qui est versée normalement quand on n'atteint pas les 6% à la GFIP, maintenant à l'URSSAF, et donc d'internaliser ce budget pour mener des actions pour nos collaborateurs handicapés. Une action qui se décline en plusieurs chapitres. Le premier, évidemment, l'aide au recrutement, puisque
On le sait, et d'ailleurs, je crois que ça a été dit, hein, on accueille, je crois que c'est Monsieur Dufresne, hein, j'adore People with Special Needs, hein, c'est-à-dire que on a des personnes qui n'ont absolument pas besoin d'aménagement, mais on sait qu'il y en a qui ont besoin d'aménagement, soit technique, soit organisationnel, soit managérial, hein. On a beaucoup parlé du spectre autistique. Nous, on a pas mal de personnes avec des déficiences cognitives. Et ben, on ne manage pas une personne avec des déficiences cognitives comme une personne ordinaire, comme disent nos amis québécois. Donc ça aide, et on aide justement les managers à dire, bah, écoutez, vous allez recruter un travailleur handicapé, potentiellement il a des besoins spécifiques, et ben la mission handicap va pouvoir financer ou vous accompagner sur ces besoins spécifiques. Ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, et on était un peu précurseur à l'époque, maintenant ça se fait un peu partout, c'était aussi le maintien dans l'emploi, puisque Sodexo on a une activité effectivement avec des tâches qui peuvent être compliquées, qui nécessitent un certain nombre d'efforts. Et c'est vrai que l'âge aidant, on a aussi besoin de pouvoir maintenir dans l'emploi des travailleurs qui n'étaient pas d'ailleurs forcément handicapés en arrivant chez nous, mais qui développent un certain nombre de pathologies type troubles musculo-squelettiques, par exemple. Donc ça, le maintien dans l'emploi, ça vraiment, c'est très important qu'on ait cette mission handicap et ce réseau handicap, hein, parce que la mission handicap, c'est à peine 2 personnes pour l'ensemble de Sodexo France. On a aussi créé dès le départ, en 2006, un réseau handicap, donc des personnes qui ne sont pas forcément au départ des spécialistes de la question, mais qui prennent un peu de leur temps pour pouvoir un peu évangéliser. On a une organisation très décentralisée, donc c'est très important qu'on ait aussi ces relais, ces ambassadeurs qui peuvent suivre et mener ces actions de maintien dans l'emploi notamment. Il y avait évidemment le travail avec le secteur protégé adapté, mais j'en ai déjà parlé. On avait cette expertise et cette expérience avec notre segment médico-social. Et puis, il y a un sujet, mais qui est revenu, hein, je crois, en disant il faut accompagner les équipes, il faut multiplier les points de contact. Et moi, j'emploie toujours ce terme de déconstruction des stéréotypes, parce que il y a un élément qui est essentiel et qu'il faut, à mon avis, garder, même quand comme nous, on a plus de 15 ans ou 16 ans d'expérience sur le sujet, c'est la communication et la sensibilisation. Donc, avoir un budget aussi consacré à ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a encore un certain nombre de freins. Alors, à la fois des freins qui touchent les personnes qui vont accueillir les personnes en situation de handicap, les managers de site, par exemple, si on se place au niveau de la restauration, mais également les personnes handicapées. C'est-à-dire que nous, on a la chance depuis 2 ans d'être légèrement au-dessus des 6%, et on est très content, mais moi, je suis très prudent parce que je sais combien c'est compliqué de maintenir ce taux et de le développer. Mais aussi, il faut je pense qu'on est meilleur que ça, parce que je sais que malgré, encore une fois, énormément d'années sur ce sujet, on a des personnes en situation de handicap chez nous qui ne veulent pas forcément se déclarer, parce que associer le mot handicapé ou l'adjectif handicapé, c'est encore quelquefois très très dur. Donc la communication et la sensibilisation, c'est super important. On parlait des points de contact. Ce que disait Olivier, je vais le reprendre puisqu'il m'a passé la balle, mais faire ce qu'on va faire avec Affûté et Biscornu, bien sûr que ça va faciliter potentiellement d'ailleurs l'intégration des personnes qui viendront dans nos cuisines, mais pour moi, c'est aussi un vrai vecteur de communication, puisqu'on va provoquer la rencontre entre le monde ordinaire et le monde du handicap. Et ça, c'est vraiment important. On s'engage aussi depuis plusieurs années, on n'en a pas parlé, mais et je sais que ça marche très très bien dans toutes les entreprises, c'est le duo day, hein, ce vie ma vie, hein, en fin de compte, entre une personne handicapée et une personne ordinaire pendant une journée. Donc, une personne handicapée qui vient qui vient dans une entreprise classique et qui vient passer une journée avec quelqu'un qui n'a a priori pas de handicap et qui lui fait découvrir son job. Ça, c'est aussi des moments, je pense, très, très forts et qui sont à pousser. En plus, ça s'inscrit dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, toutes ces actions de communication et de sensibilisation, pour moi, c'est fondamental. Merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, on a quelques questions, mais je voudrais revenir, Monsieur Moncoussi, quelle réaction vous pouvez avoir par rapport à cet encadrement? Parce qu'on n'a pas parlé finalement du thème avec vous de formation. On voit bien que l'approche est un peu particulière. Et l'autre question qu'on a eue là sur les réseaux, c'était finalement, les personnes handicapées, est-ce que c'est que dans les métiers manuels où ils peuvent travailler, ou est-ce qu'on peut en trouver dans l'administration des entreprises voire administration centrale? Alors, non, on peut en trouver partout. La question, souvent, c'est le sourcing, c'est-à-dire arriver à trouver
les compétences avérées ou en devenir d'ailleurs, hein, et les besoins. Ça, c'est à tous les niveaux, du plus haut au plus bas. J'étais ce matin avec un cabinet de chasseurs de tête qui va avoir des actions pour intégrer des personnes handicapées au plus haut niveau de gestion des entreprises et qui a des difficultés à trouver les profils qui existent, hein. Et comme vient de le dire M. Masson, il y a un sujet, effectivement, c'est déjà que les personnes en situation de handicap fassent connaître leur handicap ou leur maladie. Bon, il y a toujours des réticences. Et pour ça, le mieux, évidemment, est effectivement d'avoir des actions bienveillantes, de montrer qu'on veut accueillir, qu'on a des actions, de montrer à l'extérieur, mais également en interne, parce que beaucoup d'employeurs ont des handicapés parmi leurs salariés sans qu'ils le sachent, en fait. Sans qu'ils le sachent. Et avoir des actions montrées à tout le monde qu'on est sensible à ces questions, ben, ça incite les personnes à se faire connaître et à faire connaître leurs problèmes, peut-être d'abord à la médecine du travail, ensuite à leur manager, etc. Et tout le monde y a intérêt. Parce qu'un problème caché, par crainte que ça vous soit reproché ou que ce soit un handicap pour le coup dans la carrière, ben, ce genre de phénomène, ça ne peut que faire aggraver la situation, en particulier en cas d'usure physique ou psychologique d'ailleurs, en cas de maladie. On a des cas de salariés qui, je sais pas moi, qui dans le cadre de soins d'un cancer, doivent aller régulièrement faire des soins et prennent des jours de congé, le disent à personne, ils prennent des jours de congé pour faire ça. Vous savez, un bon employé, s'il a des difficultés, le mieux c'est d'aménager son poste en fonction de ses besoins pour le garder, tout simplement. Et l'aménagement, ça peut être tout ça est financé, accompagné, ça peut être des aménagements techniques, physiques, mais ça peut être tout simplement un allègement du temps de travail, hein. Vous réglez un certain nombre de situations par cette simple situation, cette simple solution. Parce que là, bon, c'est vrai qu'on a eu des exemples, M. Dufresne et M. Tran, de réussite exemplaires avec des personnes, comme disait M. Dufresne, qui étaient réputées complètement inemployables. Mais ce qu'on peut faire avec ces cas-là, par définition, on peut le faire avec des gens qui ont des handicaps plus faibles. Et on peut le faire même souvent très facilement, pour peu qu'on soit prêt à le faire et ça, c'est vraiment une condition importante, qu'on le fasse savoir, en interne et en externe, parce que pour le recrutement, c'est pareil, hein. Souvent, il y a des gens, des demandeurs d'emploi qui ne font pas état de leur RQTH ou de leur handicap, en fait. Et ensuite, oui, vous m'avez posé concernant une la question formation, voilà. Bon, plusieurs aspects. On a d'abord une évolution qui a été lancée au niveau de l'apprentissage. Donc ça, c'est déjà effectif, avec l'apprentissage qui s'est mis en ordre de marche pour accueillir davantage de personnes en situation de handicap. D'ailleurs, dans les chiffres, ça marche bien, puisqu'on est passé en 2017 de 2600, et là, aujourd'hui, on est à 11 000 apprentis en situation de handicap. Mais cela étant, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Dans chaque CFA aujourd'hui, il y a un référent handicap, c'est-à-dire une personne qui est là pour être le contact de l'apprenti avant et pendant sa scolarité, pour mettre en place tous les aménagements, pour l'aider, etc., qui doit être en rapport aussi avec les employeurs. Enfin bref, quelqu'un qui met du lien et du lien sur ces sujets pour accompagner les élèves. Sachant, ça me permet de faire cette petite précision, que l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, donc qui soit aujourd'hui RQTH, demain avec la loi Pôle emploi qui est une simple invalidité ou une incapacité, l'apprentissage est ouvert à tout âge pour les personnes en situation de handicap. Pour les autres publics, c'est jusqu'à 30 ans.
pour les personnes en situation de handicap, on peut tout à fait se mettre dans une démarche d'apprentissage et donc de reconversion, en fait, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Bon, je passe le détail, tout ça va s'améliorer évidemment parce que ce n'est pas encore tout à fait parfait, c'est récent, mais voilà. Il y a des aides supplémentaires d'ailleurs sur l'apprentissage aussi. Vous avez des aides normales de droit commun, si je puis dire, et dans le cadre d'un apprentissage avec une personne en situation de handicap, vous avez 4 000 € de plus de l'État, et puis vous avez aussi des soutiens de la GFIP, bon, ou du FIP. Mais il n'y a pas que l'apprentissage. Alors, d'abord, il y a ce qui est VAE. Et là, je vais rebondir sur ce que disait M. Tran. Il y a une réforme de la VAE qui est en cours et des décrets qui vont paraître à la rentrée pour élargir la reconnaissance de la VAE et notamment ce qu'on appelle, bon, je ne suis pas très heureux comme terme, enfin, peu importe, on a moins d'imagination qu'effectivement au Québec ou aux pays anglo-saxons, mais enfin, ce qu'on appelle la VAE inversée, c'est-à-dire finalement qualifier des compétences, non pas par des savoirs théoriques, mais par les gestes, les gestes professionnels. Donc, ces démarches que M. Dufresne et M. Tran et puis d'autres ont mises en place à leur niveau et dans des cadres professionnels, d'entreprise, etc. On essaie, l'idée de ce gouvernement, c'est de les généraliser au niveau de la VAE, de la validation des acquis d'expérience. Ça a coupé, je pense qu'on a un problème de liaison, non? CNH, Conférence nationale de... Je ne sais pas, c'est à vous de me dire, moi je m'entends. Non, mais c'est bon, il y a eu juste une petite interruption. Pardon. Et oui, autre aspect qui a été, je disais, annoncé par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap fin avril dernier, c'est un rendez-vous qui se passe tous les 3 ans pour donner les axes politiques sur le handicap pour les années à venir. La volonté qu'on a d'aider les organismes de formation à rendre accessible leur formation. Alors, là, je reviens à la question tout à l'heure, on peut mettre l'obligation, mais l'obligation, ça ne suffit pas en soi, il faut de l'argent. Donc là, on va mettre en place avec les prescripteurs des formations, bon, il y a 2 gros, je parle des formations reconnues par l'État, évidemment, les formations officielles. Il y a 2 prescripteurs que sont Pôle emploi et les conseils régionaux, c'est eux qui mènent les appels d'offres pour sélectionner des organismes de formation. On va mettre en place des dispositifs pour alimenter un fonds qui permettra de rendre accessibles les formations et toutes les formations possibles et imaginables. Même si, bon, ça existe déjà, il y a les organismes de formation qui le font d'eux-mêmes. J'ai un exemple, et souvent en plus, l'accessibilité des formations bénéficie à d'autres publics qui ne sont pas forcément handicapés, mais qui peuvent, pour X ou Y raison, par exemple de mauvaise maîtrise de la langue ou autre chose, qui peuvent bénéficier des formes d'accessibles, de sous-titrage, de films, de films, des formations, etc. Ce sont même des outils pédagogiques. En fait, une fois que toutes les formations sont filmées, vous pouvez revenir dessus. Pas vous que je vais vous dire, puisque vous enregistrez vos webinaires et donc on peut s'en servir, les couper, les séquencer, revenir sur une notion qui n'a pas été bien intégrée en la vérifiant a priori, en faisant en faisant en sorte que de revenir sur un point particulier qui a été filmé. Le cours, il existe, et puis il est accessible, il est sous-titré, il peut être traduit en langue des signes, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, quoi. Bon, et puis, il y a quelqu'un qui a parlé, je crois que c'est M. Masson qui a parlé des actes. On travaille aussi beaucoup sur des solutions numériques qui seront utilisées dans d'autres cadres que les ESAT pour séquencer les formations classiques, là aussi en qualifiant les gestes
techniques pour faire en sorte que telle personne qui fait tel métier depuis tant d'années, mais qui n'est pas en mesure de suivre une formation de CAP pour X ou Y raison, ou qui ne s'en croient pas capables, tout simplement. Hein. Vous savez, il y a quand même des gens qui on a dit pendant toute leur vie qu'ils étaient capables de rêve. Ça ne se déconstruit pas. Enfin, ça aussi, ça s'accompagne, quoi, hein, parfois. Faire en sorte que les étapes de ces formations soient verbalisées et objectivées différemment par des gestes pour que les gens se rendent compte, qu'ils ont déjà des compétences et donc l'objectiver, les définir et l'objectiver, et de voir les prochaines étapes par des gestes qui peuvent amener à une qualification. Bon, c'est un changement complètement de paradigme, hein. C'est ce que vos interlocuteurs ont dit tout à l'heure. On peut apprendre différemment qu'en bûchant des bouquins. Je peux me permettre de compléter, c'est les reconnaissances savoir-faire professionnelles, en tout cas qu'on développe dans les ESAT, oui. Ouais. Sur des connaissances justement de gestes et spécifiques. François, je te passe la parole. Oui, écoutez, merci de ces très belles présentations. Moi, j'avais une question que je vais essayer de formuler ou de formaliser en me mettant à la place soit de collectivités territoriales en charge de restauration collective, soit même d'opérateurs privés, même si l'exemple d'Alain Masson est remarquable chez Sodexo. C'est un secteur, et Sophie l'a rappelé tout à l'heure, qui est vraiment en panne de recrutement et qui a un déficit de recrutement depuis plusieurs mois, même depuis une grosse année maintenant. Est-ce que ces opérateurs publics et privés savent localement à qui s'adresser pour élargir leur champ de recrutement, en particulier vis-à-vis des personnes handicapées, d'une part, et surtout, peut-être un préalable, comment il peut être accompagné au niveau des employeurs pour les équipes, pour les préparer à avoir des personnes handicapées dans leurs équipes, formées évidemment, ou en cours de formation. Et est-ce qu'on a à disposition des relais locaux pour voilà, ouvrir les champs de recrutement et se poser la question de l'accompagnement? Alain, oui, Sophie, tu veux pas? Vas-y. Sophie, allez-y, et peut-être je rajouterai. Voilà, ok. En tout cas, il y a la réforme des ESAT qui est en train de se déployer là, et toujours est-il que dans un des volets de la réforme des ESAT est de plus en plus d'inclusion vers le milieu ordinaire. Et ce qui fait que dans ce schéma-là, il y a des job coachs qui sont maintenant de plus en plus présents dans les ESAT et qui permettent justement de faire ces passerelles entre les ESAT et le milieu ordinaire. Et il y a de l'accompagnement, il y a des immersions, enfin, il y a des choses qui sont quand même très, très bien faites. Et c'est vrai que, alors, autant le milieu associatif sur le handicap est très, très développé, autant il existe partout au niveau national. Donc, je pense que pratiquement tous les établissements ont pas loin de chez eux des ESAT. Et sachez qu'en tout cas, via la réforme des ESAT, il y aura de plus en plus de passerelles et ça devrait être facilité, notamment par les job coachs. C'est exactement ce que j'allais dire, hein, parce que effectivement, moi, il y a eu beaucoup de changements suite au volet handicap de la loi avenir professionnel de 2018. Certains, et je ne vais pas épiloguer là-dessus, nous convenaient plus ou moins. Hein. Je pense que la fin des accords agréés, moi, je considère que c'est pas une bonne idée. Mais bon, par contre, il y avait quelque chose que je pense ce qu'est en train d'exprimer Sophie, c'est ce qu'on appelle le dispositif d'emploi accompagné. Et ça, je trouve que c'est très, très bien parce qu'il y a évidemment les cas, c'est monsieur François Mauvet qui disait ça, il y a évidemment les cap emploi, etc. pour recruter, mais nous, on s'appuie aussi et on a la chance d'avoir encore une fois des clients qui font partie du secteur médico-social et donc des grandes associations. Et on sollicite souvent les associations pour nous aider à recruter, puis aussi et c'est ce que permet le dispositif d'emploi accompagné, d'aller aussi faire ces sas entre le milieu ordinaire et le milieu protégé vers le milieu ordinaire, en rassurant bien évidemment la personne qui veut sortir de ce milieu ordinaire, mais aussi le manager qui va l'accueillir sur une période relativement longue. Donc, c'est pas mal parce que chacun peut lever le doigt, soit le travailleur handicapé, soit
le manager qui se dit, oh là, je n'arrive pas à manager telle personne parce que la pathologie fait qu'on ne doit pas manager une personne déficiente cognitive comme on manage un diabétique insulino-dépendant. Et ça permet d'avoir ce lien, ces job coach comme ça vient d'être évoqué. Et ça, je pense que, alors, et je le dis de façon très transparente, chez nous, on ne le fait pas assez. Donc, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très rassurant et très sécurisant pour un retour vers l'emploi ordinaire si c'est la volonté du travailleur qui sort de l'ESAT. Mettez, je peux compléter. Donc, effectivement, il y a ces dispositifs qui permettent, en ESAT, mais également en entreprise adaptée, hein, c'est-à-dire d'envisager des parcours. Donc, en ESAT, il y a l'accompagnement effectivement vers le milieu ordinaire, accompagnement de la personne, mais accompagnement de l'employeur aussi. Hein. Puis il y a un accompagnement sans durée limitée. C'est-à-dire il a vocation à baisser au fur, mais il ne s'arrête jamais. En fait, hein. Mais vous avez aussi la possibilité en ESAT de cumuler, depuis quelques mois, là, de cumuler des activités. C'est-à-dire la personne reste en ESAT, mais je ne sais pas, 80%, et puis il va faire un CDD de 2 mois, 20% pendant une entreprise, et puis après ça augmente, ça passe, fait pour tester aussi, quoi. Mais en entreprise adaptée, les entreprises adaptées sont des entreprises, là pour le coup, comme les autres, hein, dans le champ concurrentiel, elles ont juste une obligation d'emploi de personnes handicapées qui est beaucoup plus importante, de 55%, et ont des aides de l'État pour ce faire. Le CDD tremplin, j'encourage tout le monde à se rapprocher des entreprises adaptées de sa région pour essayer de monter des partenariats, parce qu'en fait, on a mis en place des expérimentations qui vont être d'ailleurs pérennisées dans le projet de loi qui va être voté là, dans quelques jours, des CDD tremplins, c'est-à-dire grosso modo, on définit des besoins, on identifie des personnes, les personnes vont être formées dans l'entreprise adaptée sur tel ou tel métier pendant un CDD de 2 ans, pour ensuite intégrer l'entreprise classique du milieu ordinaire, identifiée dès le départ sur telle ou telle piste, tel ou tel poste, pardon, et formé, qui a fait l'objet de cette formation dans l'entreprise adaptée. Puis ensuite, oui, les grands groupes, ce que je disais tout à l'heure, on recrute et maintenant, bon, tout ça est rentré dans les habitudes de recrutement des grands groupes. Il y a un travail à faire sur les PME et les ETI, clairement. Et là, moi, je ne saurais alors je n'ai pas pu détailler tout à l'heure parce que le temps est compté, mais je sais que vous encouragez à vous mettre en contact avec Pôle emploi, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, le rapprochement de Pôle emploi et Cap emploi a fait en sorte que sur le même lieu, on a pu constituer des équipes d'experts, quoi, hein. Et ça ne va que s'accentuer, cette façon de voir des choses avec France Travail dans quelques mois. Ça sera vraiment la porte d'entrée pour orienter les personnes vers le milieu ordinaire et aussi mettre du flux et du lien dans tout ce qui est données informatiques, c'est-à-dire toute nouvelle RQTH élargie d'ailleurs aux incapacités et invalidités sera tout de suite envoyée à Pôle emploi pour organiser un rendez-vous avec le demandeur d'emploi handicapé et 2, nourrir des CV Tech de personnes handicapées, parce que c'est compliqué de mettre en avant dans des processus de recrutement le handicap qui peut être conçu comme juridiquement comme une discrimination positive, quoi, hein. Enfin, un employeur ne peut pas dire je veux embaucher à Pôle emploi, je veux embaucher personne en situation de handicap, sortez-moi les CV. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Demain, ce ne sera pas exactement comme ça, mais on va pouvoir faciliter, mettre en avant des politiques favorables au handicap et faire matcher davantage, les personnes en situation de handicap, les recruteurs. Et puis ensuite, oui, deuxième point, je ne saurais que vous encourager, et en particulier au niveau des branches, à vous mettre en rapport avec la GFIP, une nouvelle convention qu'on a signée avec la GFIP incite celle-ci à aller au-devant des PME et des ETI dans les territoires. Ils sont tout à fait ouverts. La GFIP est présente dans toutes les régions. Le fait de pouvoir organiser, par exemple, des réunions entre employeurs d'un bassin et un représentant de la GFIP sera plus efficace que faire en sorte que la GFIP aille voir chaque employeur un par un, quoi, hein. Donc, le fait de faire descendre ces informations
ces moyens d'embaucher les personnes handicapées par les branches, c'est une bonne solution. Puis en fait, pour les PME, je vous encourage aussi à en parler à votre expert comptable, tout simplement. C'est aussi une bonne source d'information et d'ingénierie, si je peux dire, pour recruter du personnel handicapé. Écoutez, j'ai une dernière question à vous poser, puisqu'on voit bien qu'il y a une évolution, que des progrès ont été réalisés, mais est-ce que, du point de vue du ministère, mais monsieur Dufresne et Alain Masson, j'aimerais avoir votre avis, et Sophie, peut-être tu pourras y répondre. Pour vous, quels sont les défis les plus persistants, en fait, ceux qu'il faudrait vraiment essayer de dépasser, voir les domaines dans lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer cette situation de l'emploi des personnes handicapées? Alors, Monsieur Moncoussi, quels sont les... Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, c'est en fait, Moi, voilà. En fait, les défis persistants, quoi, là où finalement on a le sentiment que c'est difficile. Après, je passerai la parole à Monsieur Dufresne. Et Sophie, si tu n'hésites pas. Et Monsieur Masson, pardon. En ce qui concerne, c'est le point que je viens d'évoquer à l'instant, c'est d'amener au plus près du terrain l'information et l'ingénierie auprès des PME et des ETI, qui sont, le principal vivier d'emploi, deux, les premiers employeurs comment dirais-je, être confrontés aux pénuries de recrutement. Trois, et puis ceux qui ont le moins de temps et de moyens pour s'occuper de ces recrutements spécifiques. Voilà, tout simplement. Donc, il y a plein d'autres enjeux, mais structurellement et en termes de et puis d'efficacité de terrain, c'est pour moi l'enjeu principal. Merci. Monsieur Dufresne? Votre micro, pardon. Votre micro. En ce qui me concerne, je vais répondre par une anecdote. Lorsque, à la suite de notre expérimentation, tout le monde a dit, puisque ça marche, essayez donc de faire ça ailleurs. Tout le monde a dit, c'est pas possible, à nouveau. Et la raison pour laquelle ça devait être impossible, la principale raison, c'est les entreprises ne voudront pas. Ne voudront pas, vous l'avez fait parce que vous étiez à la tête de la vôtre, etc., etc. Vous aviez l'appui des pouvoirs publics, etc. Ça ne marchera pas. Et alors donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir quelques entreprises emblématiques et je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse? Je leur ai fait visiter ce qu'on avait fait. Et pratiquement dans tous les cas, et c'est toujours vrai aujourd'hui, la réponse est oui, ça m'intéresse. Mais je ne vais pas le faire. Je dis, ah bon, pourquoi vous n'allez pas le faire? Parce que je ne sais pas. Les autistes, je les trouve où? Les accompagnants des autistes, je les trouve où? Le lieu de vie des autistes, parce qu'il faut leur apprendre la vie aussi, comme je vous l'ai expliqué, je le trouve où? Le financement, moi, je ne sais pas aller demander des financements aux ARS et aux conseils départementaux. Enfin, pour l'industrie, oui, mais pas pour ce type d'approche. Donc, je ne sais pas faire. Donc, pour moi, la réponse, elle est, il ne faut pas seulement aider, et c'est très important, bien entendu, aider les personnes à besoins spécifiques à trouver un emploi, il faut surtout aider les entreprises. Et on n'aide pas assez les entreprises. Et donc, je sais que M. Moncoussi est convaincu, mais je crois qu'il faut faire de l'aide aux entreprises et que c'est culturel quelque part. Il y a une barrière culturelle à faire tomber pour qu'on puisse aider les entreprises et aider les gens qui aident les entreprises. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui n'existe pas. Alors, c'est un métier qui peut exister sur certains types de handicap relativement légers. Chez Pôle emploi, Cap emploi, il y a une amélioration indiscutable. Mais avant qu'ils soient compétents sur des handicaps complexes, ça va prendre du temps. Donc, je crois que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aider les entreprises. On est devenus des consultants en intégration de façon à ce qu'ils reçoivent le produit tout fait
au lieu du produit à cuisiner, pour faire la comparaison avec les métiers de la restauration. Donc, c'est exactement, moi, c'est pour moi la plus grand obstacle, c'est de faire tomber cette espèce de barrière qui est de dire les entreprises ne veulent pas, comme on disait, les autistes sont inemployables, de dire les entreprises ne veulent pas, il suffit de les aider et elles veulent. Voilà ce que je pense et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Merci beaucoup, Monsieur Dufresne. Donc, je vais passer la parole dans l'ordre à Sophie et après, Monsieur Masson, vous aurez l'honneur de faire la conclusion de tout ça, puisque les entreprises, vous voyez, au cœur de cette réflexion. Moi, je pense qu'il faut arrêter de mettre les personnes en situation de handicap dans des cases, en fait. Et on l'a vu au fur et à mesure de nos discussions, c'est qu'il y a plein de handicaps différents. Juste pour exemple, nous, on a une personne en situation de handicap dans un de nos établissements qui a un bac+3 et c'est lui qui fait toutes les stats parce que la responsable restauration, elle n'y arrivait pas et qu'il arrive bien mieux qu'elle à le faire. Donc voilà, c'est juste un exemple pour dire, en fait, il faut prendre les personnes au cas par cas. Et je trouve que pour visualiser, faire en sorte de vraiment comprendre toutes ces choses-là, et ben, les immersions, c'est top. On parlait tout à l'heure du duodé, essayez déjà avec un duodé et vous vous rendrez compte, en fait. Je pense qu'il faut vraiment voilà, enlever ces cases, enlever ces barrières et puis franchir le pas et dire je teste, j'essaye, on verra bien. Une immersion, c'est pas grand-chose. Si c'est accompagné, c'est encore plus facile. Et je trouve qu'il faut vraiment élargir les champs et se dire, comme on le disait tout à l'heure, Monsieur Dufresne, pourquoi pas moi, quoi. Et je trouve que ça, ce discours-là, il est vraiment important à porter. Merci, Sophie. Alain, c'est à vous. Alors, Ouais. vous êtes le dernier, là. En plus, c'est presque une conclusion. Ouais, alors je ne sais pas si je ferai vraiment une conclusion. Non, peut-être pour revenir sur comment, c'était la question, comment aider notamment les TPE, PME ou les autres entreprises qui ne se sont pas lancées dans ces dynamiques-là à se lancer et à comprendre, parce que c'est quand même un sujet complexe, le handicap, avec, là on est avec des personnes qui connaissent le sujet, mais c'est toujours très compliqué. Donc moi je pense que, alors je ne veux pas faire de la pub pour la GFIP, Hugues Defoe fait ça très très bien, mais c'est vrai que la GFIP est de plus en plus au service des entreprises et quelquefois peut être vécue quand vous abordez le handicap sur le sujet de j'ai pas atteint mes 6%, j'ai une contribution à verser, je verse ça à la GFIP, bon maintenant l'URSSAF, mais c'est un peu vécu comme un peu coercitif. Mais l'argent qu'on verse sert aussi à avoir des ressources en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi des entreprises. Et ça, souvent, je pense qu'on a tendance à un peu l'oublier. Et puis, je vais finir peut-être par un peu de pub sur un club dont je fais partie, que j'ai l'honneur d'être trésorier, c'est le Club Handicap et Compétences. Pourquoi je fais cette pub? C'est que ce club, comme d'autres, mais on a des guides qui sont disponibles pour l'ensemble des entreprises. Les entreprises du club, il y en a une trentaine, mais aussi les autres entreprises, c'est de l'open source. Et il y a un des guides où c'est handicap, cap ou pas cap. Bon, le titre peut être discuté, mais c'est vraiment un guide à l'attention des TPE, PME. On avait même imaginé à l'époque de dire, chaque membre du club sera parrain, marraine d'une TPE, PME. Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais ce guide existe et moi, je suis certain que des TPE, PME ou d'autres types d'entreprises qui souhaiteraient se lancer ou en tout cas essayer de défricher un peu ces questions-là, peuvent quand même se rapprocher de groupes comme nous. On n'a pas 10 milliards d'heures à consacrer, mais je pense qu'on peut… Enfin, moi, j'adorerais parrainer, tutorer, conseiller ou coacher. Voilà, c'est un peu prétentieux, mais je pense que c'est important d'avoir ce travail un peu en commun. Écoutez, un grand merci pour ces interventions qui étaient vraiment très intéressantes et passionnantes. Effectivement, je pense qu'on a souligné l'importance de cet accompagnement. Et vous parliez du Duo Day, mais on parle toujours de l'accompagnement même de l'entreprise. Vous voyez, donc en fait, il est important de s'appuyer sur vos expériences, vivre et travailler autrement, affûter, on l'a vu, voir les directeurs de RSE dans les entreprises qui s'impliquent totalement dans cet accompagnement. Donc, Sophie, on va te souhaiter un bon courage dans ton aventure, mais tu reviendras prochainement nous dire un peu où tu en es et voilà, on regardera. Et puis, n'hésitez pas donc à prendre contact entre vous. Encore un grand merci d'avoir participé à ce webinaire. Désolé pour les petits problèmes techniques. Donc, en fait, le webinaire était disponible sur LinkedIn, mais sera disponible dans quelques jours sur la plateforme YouTube. Nous allons communiquer là-dessus. Donc,
sur la plateforme YouTube Défis et Controverses, donc vous pourrez le revoir. Et encore un grand merci pour aujourd'hui ces échanges que j'ai trouvés vraiment passionnants pour ma part. Très François, intéressant. Très bien, je suis tout à fait d'accord. C'est un sujet que je découvrais. On n'est pas prêt de le refermer. voilà, à Défis et Controverses, on ouvre les grands sujets. Merci beaucoup à vous tous.